Florian Zeller, donc on est société ASI, responsable de toute l'offre Microsoft et l'expertise autour d'ASI, plus spécifiquement d'Office 365, et je suis accompagné aujourd'hui d'Aurélie. Oui, bonjour à tous, donc désolé pour le contretemps. Aurélie Coulange, donc moi j'anime la practice Change Management autour des solutions collaboratives et notamment O365 chez ASI depuis quelques années. Voilà. Voilà, je vous propose juste de démarrer par une présentation d'ASI en quelques mots. ASI, c'est 25 ans d'existence, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et l'alliance faite du marketing digital, du conseil, de la transformation. Et dans toutes les propositions de valeur qu'on offre, on propose à la fois de l'expertise technique et du change management pour toutes les solutions. Et autour de Microsoft, on raisonne également de la même façon, puisque vous allez voir au cours de la présentation que le change management et l'accompagnement au changement dans l'adoption des solutions collaboratives de Microsoft, comme dans toute solution collaborative d'ailleurs, est nécessaire. On travaille principalement dans 3 domaines: la partie digitalisation des produits et des services, la partie data intelligence et connaissance et collaboration qui va nous intéresser aujourd'hui, avec toujours ce concept de symétrie digitale, l'expérience collaborateur, l'expérience client, le tout autour de l'accompagnement au changement sur chacune des disciplines qu'on adresse. Aujourd'hui, on va se concentrer justement sur la partie intelligence collective, dans laquelle on retrouve toutes les plateformes collaboratives, les intranets, les réseaux sociaux au sein des entreprises. Et pour son pendant côté client, on retrouvera plutôt les solutions type CRM dans le monde Microsoft Dynamics par exemple. On intervient à toutes les phases du projet, donc on peut vous accompagner de bout en bout sur le projet, depuis les phases de cadrage jusqu'à la mise en œuvre, avec également une agence, un web studio intégré qui nous permet de définir des UI, des consultants UX sur les parcours utilisateurs et également du gestion du changement qu'Aurélie représente aujourd'hui au niveau d'ASI. Au sein d'ASI, Mocha, c'est une BU qui est dédiée aux solutions Microsoft, concentrée sur Office 365, Azure. Donc on travaille en collaboration étroite, toujours en fonctionnement, comme je vous disais, sur nos 2 pieds. Une partie conduite du changement, dans lequel on va faire tout l'accompagnement, le cadrage, les usages, le web design. Une partie expertise technologique. On va être en mesure de vous accompagner de bout en bout sur votre projet Office 365, que ce soit des questions infra ou des questions mises en œuvre, notamment des digital workplace autour d'Office 365. On travaille pour des clients grands comptes et des ETI, principalement autour de tous ces sujets-là. Nos convictions, je vais laisser Aurélie les présenter. Oui, donc les convictions qu'on porte, les convictions qu'on porte chez ASI, effectivement, sont, comme le disait Florian, vraiment autour de l'accompagnement du collaborateur vers les solutions. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer des nouveaux usages pour eux, en s'appuyant sur leurs pratiques évidemment existantes, pour leur permettre de mieux adopter les nouveaux services. Quand je dis services, c'est les solutions outils, pour répondre aux enjeux de l'entreprise, tout en les accompagnant progressivement de bout en bout. Du coup, pour ce faire et développer des nouveaux usages, les clients sont parfois un peu perdus dans l'offre collaborative de Microsoft et ont besoin un peu de s'y retrouver. Donc, on a développé une matrice d'usage dans laquelle on va retrouver la portée de l'usage, de l'individu à l'entreprise en passant par le groupe. Également, la typologie de l'usage, communication, collaboration, capitalisation, productivité, socialisation. Donc par exemple, au niveau de la communication, on va retrouver le travail à distance. Au niveau de l'individu, on va retrouver au niveau de l'organisation, la mobilisation des employés, le fait de leur diffuser de l'information. On va retrouver cela donc de façon matricielle à tous les endroits. Forcément, la collaboration, au niveau de l'individu, collaborer avec soi-même, c'est un peu grisé forcément, sauf s'il y a quelques schizophrènes. Et sinon, au niveau de l'entreprise, souvent la collaboration à une échelle d'entreprise de 10 000, 20 000, 30 000 personnes, en règle générale, on est plutôt au niveau du groupe quand on fait de la collaboration. La capitalisation, c'est un des enjeux importants aujourd'hui des entreprises. Comment je vais faire pour pérenniser le savoir et le partager avec mes collègues? Parce que le savoir pour soi c'est bien, partager c'est mieux. La productivité, c'est bien une fois qu'on a du savoir, mais comment on va trouver cette information-là? Comment on va faire pour faire tout cela? L'instantanéité dans les échanges. Et puis enfin la socialisation autour, quand on parle de l'environnement Microsoft, de réseaux sociaux d'entreprise, plus globalement au niveau des entreprises, de tous ces outils-là.
Et dans le monde Microsoft, justement, avec cette matrice d'usage, on a fait correspondre cette matrice un peu d'outils qui évolue sans cesse. Il y a quelques temps, on n'aurait pas présenté Teams, on ne vous aurait pas présenté Flow, on ne vous aurait pas présenté Power Apps. Aujourd'hui, on retrouve chacun des services qui peut répondre à des enjeux et des usages. Justement, on va pouvoir du coup déployer et choisir ensemble, en fonction de votre contexte, de votre besoin, de la concurrence et de la complémentarité des outils tiers que vous pourriez avoir au sein de votre organisation, quels sont les outils qu'on souhaite déployer, dans quel ordre, avec quelle priorité. Et ceci pour répondre aux enjeux des entreprises. L'idée, c'est vraiment de repartir des usages, comme on l'a expliqué, les pratiques quotidiennes des collaborateurs, et d'essayer d'aller travailler ces différents enjeux. Donc, sur la même échelle, en fait, on a vraiment les enjeux individuels en termes d'efficacité, optimiser la productivité, simplifier l'organisation, tout ce qui va être fluidité dans le travail au quotidien. Après, on a un enjeu qui est plutôt groupe, donc sur la transversalité, comment on partage justement ces connaissances, comment on va encourager les collaborateurs dans leurs différents métiers, comment on va diffuser et capitaliser toutes ces bonnes pratiques. Donc il y a vraiment ces enjeux au niveau transverse qui correspondent plutôt aux entités, je dirais un groupe ou une entité. Et puis après, il y a l'ensemble de l'organisation de l'entreprise, où là, on est sur un enjeu vraiment d'efficacité plutôt sociale, c'est-à-dire de la vraie cohésion, un sentiment d'appartenance, fidélisé, etc. Donc ces enjeux, c'est vrai que c'est les enjeux qui sont vraiment communs à l'ensemble des entreprises qui se transforment aujourd'hui. Et les solutions collaboratives viennent vraiment bien correspondre à ce type d'enjeu. La dernière des convictions, c'était donc effectivement, ça c'est mon sujet qui me tient à cœur, c'est d'accompagner l'ensemble des collaborateurs sur différents niveaux, c'est-à-dire commencer par bien les informer, les sensibiliser, donner du sens, qu'ils comprennent vraiment là où ils vont aller. Après, il y a la notion de vouloir, donc qu'ils aient envie d'aller vers ce changement, pour de le désirer, d'en comprendre les bénéfices pour l'entreprise et pour eux-mêmes. Ensuite, de pouvoir être capable d'utiliser donc ces nouvelles solutions, donc en termes de connaissances, mais aussi d'aptitudes technologiques, on va dire. Et puis après, de devenir acteur de ce changement et de pouvoir le suivre. Ça fait vraiment partie des paliers qui sont importants et qu'on souhaite promouvoir pour vraiment aller de bout en bout et non pas seulement faire que de l'information ou juste de la formation, mais vraiment accompagner le collaborateur dans sa globalité. Voilà, en étant vraiment centré aussi sur la culture de l'entreprise, les collaborateurs, leur niveau de maturité, leur type d'emploi. On ne fait pas la même gestion du changement à des utilisateurs digital natifs, génération Y, ou à des utilisateurs dont l'outil informatique est un peu plus éloigné. C'est la première fois qu'on va leur mettre dans les mains une boîte mail, un email ou des choses comme ça, ou la première fois qu'on va leur offrir de la mobilité. Donc, ce qui est très important au niveau de cette démarche, c'est justement de pouvoir intégrer et embarquer tout le monde dans la démarche, quel que soit son niveau, et puis de faire un petit peu plus pour ceux qui en ont besoin d'un peu plus de gestion de changement. Et on verra après dans la démarche outillée, un peu justement qu'on peut arriver à détecter les personnes qui en ont un peu plus besoin, de ceux qui en ont un petit peu moins besoin, et où est-ce qu'il va falloir concentrer l'effort si on va avoir une adoption homogène dans l'ensemble de l'entreprise, puisque c'est bien le but, c'est de ne pas laisser des collaborateurs sur le côté, d'arriver à embarquer tout le monde via des ambassadeurs, via des leaders qui vont pouvoir embarquer vraiment toute la population pour adopter les nouveaux usages et gérer cette transversalité. On peut résumer par rapport à la démarche vraiment ces éléments-là. L'essentiel est d'aller du service à l'usage. Aujourd'hui, un utilisateur, il s'en fiche que vous lui déployez SharePoint, Teams, OneDrive, Yammer. C'est pas son sujet. Lui, ce qu'il veut, c'est bien gentil votre outil, mais à quoi ça va me servir? Donc on définit des cas d'usage, par exemple partage des fichiers volumineux avec des partenaires externes. Comment je vais faire pour gérer un projet avec Office 365? Est-ce que c'est mon bon outil? Ou peut-être qu'à côté, j'ai un outil de gestion de projet et on va plutôt venir intégrer et enrichir ces outils dans les pratiques. La capitalisation, le partage d'informations, j'en parlais tout à l'heure, comment je vais la faire, comment je vais la retrouver, cette information. Des workflows qu'on nous demande de plus en plus, c'est l'accueil des nouveaux arrivants. Voilà, j'ai un écosystème complet d'outillage, collaboratif ou pas. Comment je vais pouvoir embarquer tout le monde via Office 365? Est-ce que ça va pouvoir m'aider dans cet usage-là ou est-ce que ça ne va pas m'aider? Et puis au niveau RH également, tout ce qui va être autour des challenges d'entreprise. Comment je peux organiser des challenges d'entreprise, embarquer mes utilisateurs de façon à ce qu'ils puissent globalement me faire un feedback
et pouvoir être acteur de la transformation de l'entreprise. Donc dans la deuxième partie de la présentation, on va vous présenter la démarche côté change, ce qu'on vous propose, et dans une deuxième partie, les outils qu'on peut mettre en place autour d'Office 365, qu'on a mis en place chez des clients pour aider à cette gouvernance et à cette gestion du changement. Alors, comment faire tout ça? Il y a un premier slide qui... Comment faire tout ça? Alors on va se répéter un petit peu, mais ce qu'on propose, c'est vraiment la démarche de transformation digitale qu'on propose et notre conviction, c'est qu'elle doit être centrée sur les usages. On ne met pas un outil pour mettre un outil ni pour se faire plaisir. On raisonne d'abord usage, quel est le besoin du collaborateur et comment on va lui rendre service. Parce que si vous voulez faire utiliser un outil à un utilisateur, il faut qu'il y voit son intérêt. Si vous lui imposez un outil et qu'au bout du compte, ça ne lui sert à rien, j'en parlais pas plus tard avec une cliente tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous proposez par exemple un intranet de communication pure top-down, ça va vite s'essouffler parce qu'au bout du compte, vous êtes content de diffuser de l'information à vos collaborateurs, mais qu'est-ce qu'il va y trouver? Par contre, si vous commencez à mixer des intranets, à lui proposer une page personnalisée qui va devenir son hub applicatif, qui va lui faire gagner du temps, dans une même page, il va pouvoir accéder à 25 applications, plutôt que de faire 25 clics et de se connecter 25 fois, là, naturellement, il va se connecter à la page, il va avoir un bandeau d'actualité au-dessus, et donc il va voir les actualités, et en plus, vous aurez apporté du service à ce collaborateur. Et en mixant les deux, on va pouvoir, on va dire, créer un cercle vertueux qui va permettre au fur et à mesure d'adopter mieux les usages. Pour marcher sur ces deux pieds, il faut une méthodologie de la gestion du changement, de la gouvernance, du pilotage, des formations, en e-learning, des vidéos tutoriels, des Genius Bar, Aurélie pourra vous en parler, et puis de l'outillage, que la démarche de gestion du changement puisse être faisable aussi. L'idée, c'est pas de vendre du rêve aux entreprises et de leur dire « Ah, vous allez faire ça, ça va être génial ». Il faut aussi derrière qu'il y ait un peu d'expertise technique qui valide la démarche et que la DSI, les métiers, la communication puissent marcher de concert pour que d'un côté, la communication, la DSI ou une direction digitale ne pense pas des parcours de développement et d'adoption qui ne soient pas en accord avec la DSI et surtout le rythme de déploiement qu'elle va pouvoir soutenir. Ça peut être tout type de contraintes qu'on va trouver. Ok, donc je vais vous parler assez rapidement de la démarche, puisque je pense que ce qui est intéressant, c'est après aussi de voir la partie sur les innovations et tout ce qu'on peut proposer en termes de services et de bénéfices, puisque c'est de ça dont on parle, c'est apporter la valeur en fait aux collaborateurs. La démarche qu'on a mise en place, elle est assez classique, mais elle tourne vraiment autour des usages et du besoin des utilisateurs. Donc toute la partie immersion, vous comprendrez bien que c'est ce qu'on appelait la partie cadrage, donc aller chercher vraiment les enjeux du projet, très important. Comprendre quel est le contexte dans lequel va s'inscrire ce projet. Est-ce qu'on va juste changer des licences ou est-ce qu'on veut apporter de la valeur aux collaborateurs? Est-ce qu'on veut leur faciliter leur quotidien ou est-ce qu'on veut simplement capitaliser sur de la documentation? Voilà, c'est vrai que les enjeux sont très très importants à comprendre pour savoir où on va, évidemment, la cible. Démarrer évidemment... j'ai mis le terme kick-off parce que c'est vraiment l'idée de préparer une équipe qui va pouvoir accompagner le projet tout au long, donc les former aussi sur la partie change, c'est-à-dire leur faire comprendre les enjeux qu'il va y avoir derrière ce projet, que tout le monde soit au même niveau et puis mobiliser pour aller suivre toute la démarche. La deuxième partie, donc, c'est les usages. On utilise les techniques du marketing. On identifie des personas auxquels on ajoute un parcours d'utilisation qui soit vraiment basé sur l'existant du collaborateur, la manière dont il travaille aujourd'hui. Voilà comment je travaille aujourd'hui. Et demain, avec les outils, voilà comment je vais travailler et qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc c'est vraiment l'intérêt. Si c'est pour reproduire avec d'autres outils sans valeur, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc on essaye de trouver évidemment des bénéfices à chacun des parcours, des personas qu'on va identifier. Voilà. Et du coup, au-delà de l'existence, ce qu'on analyse surtout, c'est le besoin de l'utilisateur. Effectivement, comme disait Aurélie, le tout, c'est de ne pas calquer un usage qui n'était pas forcément idéal avant dans la cible. C'est vraiment de réfléchir avec lui, mais en fait, c'est quoi ton besoin? Oublie la façon dont tu travailles aujourd'hui. Quel serait ton atelier de travail idéal, de façon à ce qu'on puisse essayer de se projeter et d'offrir une trajectoire de transition depuis un point A vers un point B par rapport à son besoin et pas forcément uniquement par rapport à son existant.
tout à fait, merci. La partie adoption, donc on est sur le fait de commencer à pratiquer. Donc on se forme, on apprend, on connaît, on expérimente, on teste. On part des usages, on teste les usages, on voit si vraiment, justement, si c'est faisable, si ça apporte vraiment de la valeur, on en choisit, on en priorise et on va faire la promotion de ces usages vraiment clés qui vont apporter de la valeur auprès des collaborateurs avant d'aller déployer et animer ou former l'ensemble des collaborateurs. La partie accélération, on est vraiment sur, une fois qu'on a déployé, une fois que les gens sont formés, une fois qu'ils ont compris les premiers usages, qui a une appétence en fait à ces nouvelles solutions, eux-mêmes ont envie de participer et ont envie d'apporter aussi leur expérience, de la diffuser auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc là, c'est aussi une partie très importante. Je ne vais pas détailler l'ensemble des slides suivants, je pense. Ouais, ok, bon. Si ça vous intéresse. Donc je vais revenir un petit peu rapidement sur les différentes phases des objectifs, j'en ai parlé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est faire des interviews, cartographier, comprendre les enjeux, désigner et réactiver éventuellement des champions. Ça, c'est aussi des actions qu'on peut mener. Il y a déjà eu des projets précédents et donc souvent, on a déjà des référents sur lesquels on peut s'appuyer ou des influenceurs, des gens qui vont être appétents. Donc réactiver un réseau d'ambassadeurs, ça fait partie des facteurs clés de succès. Évidemment, définir la trajectoire d'adoption et de planifier les premières actions. Puis identifier des sponsors du projet également, qui vont donner corps au projet au niveau de l'entreprise, de façon à vraiment avoir des points d'appui et que ça s'inscrive dans une démarche d'entreprise. Alors parfois il y a des programmes Entreprise 3.0 qui portent des noms divers et variés, et voir également comment s'inscrit un projet collaboratif dans une démarche plus large d'entreprise, peut-être dans une démarche RSE, peut-être dans une démarche d'innovation complète, peut-être une rénovation outillée de plein de processus. Comment on va pouvoir éventuellement se raccrocher à ce type de besoins et de projets, de façon à embarquer tout le monde et que le collaboratif soit au service du projet de transformation globale de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a une vraie adéquation à trouver entre les enjeux de l'entreprise, les besoins des collaborateurs, les services qui sont proposés par la solution, la faisabilité technique. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments qu'on essaye de faire matcher pour proposer une trajectoire qui soit acceptable et intéressante pour le client. Là, on en a parlé, les usages, donc créer un catalogue d'usages, un catalogue de services. Là, on a des exemples d'usages, partager des bonnes pratiques, etc. Comment on fait la promotion de ce catalogue? Il y a divers moyens de le faire. On peut les déployer petit à petit, communiquer sur chacun d'entre eux. On peut créer des mini-sites sur lesquels où les collaborateurs vont aller eux-mêmes chercher non pas les outils, mais les usages dont ils ont besoin. Sur cette partie-là, on l'a dit, l'idée c'est vraiment de créer quelque chose qui va correspondre le plus possible aux besoins du collaborateur. Donc on mène des ateliers, etc., comme on a dit. La partie adoption, donc là, sur la partie formation, ce qu'on pourrait appeler adoption, formation, maintenant tous ces termes sont un peu se ressemblent. Nous on a mis en place des formats qui soient plus souples et un peu innovants pour les entreprises parce qu'on s'est rendu compte que la formation présentielle, c'est vrai que c'est compliqué de mobiliser les collaborateurs pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. En termes de charge de travail, etc., c'est pas facile. L'éloignement géographique aussi parfois peut être compliqué à mettre en place. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, il faut trouver des formats plus courts, d'une demi-heure, 3/4 d'heure. On est allé chercher les bonnes pratiques. Apple le fait très bien avec les Genius Bar. Donc l'idée c'est de se focaliser pendant 3/4 d'heure sur un usage en particulier. Comment j'organise ma réunion demain avec les outils O365. Comment je vais gérer un projet, est-ce que j'utilise un planeur, un Teams, etc. Avec les recommandations évidemment de ce qui aura été vu dans les usages précédemment. Mais c'est vrai qu'on reste très focusé sur un usage, un besoin et on essaye de distiller ça au maximum avec soit en mode Genius Bar, soit en mode showroom, on va dire aussi, sur par exemple à l'heure du déjeuner, 13-14 heures, on met des postes à disposition, on sensibilise, on incite les personnes à venir se connecter, à regarder, à travailler avec eux, etc. Puis en mettant beaucoup de proximité et ce qu'on appelle des labs
pour aller traiter des besoins spécifiques. Le fameux Excel avec des macros dans tous les sens. Comment est-ce que je vais faire demain pour transposer ce besoin-là, cet usage-là? Quelles solutions vous avez à m'apporter? Donc des développements spécifiques avec des outils comme Power Apps, etc. aussi aujourd'hui qui peuvent pallier et apporter de la valeur. Le floor walking, c'est aussi pour aller... c'est d'aller en proximité, hein, c'est-à-dire aller dans les bureaux directement, aller s'asseoir à côté des gens, leur demander sur quoi ils ont des difficultés, etc., sur quoi ils ont besoin de progresser, sur quels outils ils voudraient être formés, quelle formation ils voudraient suivre aussi, c'est vraiment aller au-devant des personnes. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. En revanche, effectivement, il faut des référents et il faut pouvoir mobiliser des personnes qui vont en interne prendre ce rôle-là. Souvent, d'ailleurs, c'est les champions, le réseau d'ambassadeurs qui mènent ce type d'action. Voilà pour la partie formation. Pour la partie accélération, bon là l'idée effectivement c'est d'aller un peu plus loin pour garantir l'adhésion, donc faire tous les retours d'expérience, focus group, rétrospective, d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment on pourrait mieux travailler ensemble, pourquoi une partie d'une entité, d'un groupe n'a pas encore utilisé telle brique alors que c'est bien utilisé dans une autre, etc. Donc on va vraiment aller chercher ce qui se passe, on va essayer de s'y mettre des indicateurs en place pour mesurer, pour optimiser et puis aller reconstruire en fait une mini roadmap, on va dire, comme un lot 2, en fait un sprint d'amélioration continue qui va aller apporter encore plus de valeur et partager les bonnes expériences aussi qui ont été menées. Voilà, et puis vraiment l'idée c'est de donner la parole aux collaborateurs. Parce qu'une parole qui vient en top-down, finalement, a beaucoup moins de portée que quand ça va être, par exemple, une division française qui a mis en place un usage à Nantes et qui va venir la partager avec une division qui a un peu le même usage à Paris. Ils vont pouvoir se communiquer, ils vont avoir des vraies appétences au niveau de leur métier et ils vont avoir vraiment une vraie valeur ajoutée. Et au bout du compte, les meilleurs ambassadeurs deviennent ceux qui l'ont mis en place et ceux sur qui ça marche. Et c'est vraiment l'objectif de cette phase d'accélération. C'est un peu de s'effacer, nous qui avons apporté la bonne parole à l'initiative, et de rentrer dans un cercle vertueux et de faire en sorte que les remontées des initiatives utilisateurs, on puisse les détecter et les faire partager au plus grand nombre, parce que les utilisateurs sont quand même ceux qui savent le mieux ce dont ils ont besoin et qui prennent en main l'outil et qui imaginent des usages auxquels on n'avait pas forcément pensé à l'initialisation mais qui peuvent être intéressants à démultiplier. Donc en règle générale, on accompagne ça d'une cellule d'accompagnement, on l'appelle comme on veut, accompagnement de change, accompagnement 365, accompagnement collaboratif, transfo digital. Et on met en place des systèmes de remontée d'innovation de façon à pouvoir partager la bonne parole, qu'on va la partager soit en présentiel avec du mentoring potentiellement, des utilisateurs qui vont se déplacer, dire voilà, nous on a mis ça en place dans notre division, ça peut être intéressant pour vous. Si vous voulez, je viens passer une demi-journée, une journée à vous montrer tout ce qu'on a mis en place pour vous mettre le pied à l'étrier. Ou alors il y a des webinars qu'on peut organiser en interne également sur des points d'usage précis par rapport à leur métier qui vont pouvoir partager autour de tout ça. Merci. Pour clore la partie change, même si elle est tout au long de la présentation, mais on a regroupé quelques facteurs clés de succès, des choses qu'on a mis en place, on a constaté que vraiment il y avait de l'effet... un effet vraiment intéressant et positif. On parlait de sponsors tout à l'heure, c'est pour ça que je ne l'avais pas indiqué au départ, mais c'est vrai que c'est important de les... Non, c'est pas grave. C'est important de les identifier dès le départ. Et puis surtout, de ne pas avoir qu'un sponsor qui soit en posture. Évidemment, d'avoir toute une ligne de sponsorship, c'est-à-dire aller embarquer aussi des managers. On a parlé de champions, de référents, etc. Le projet a besoin d'être promu, il a besoin d'être embarqué. Donc avoir des personnes qui incarnent le projet d'entreprise, les nouvelles manières de travailler, etc. C'est vraiment important. Se passer de ça, c'est vraiment mettre un projet en échec, à mon sens. La partie notoriété, donc ça va un peu avec la promotion. Là, c'est l'idée de créer des événements. C'est aussi l'idée de faire un marketing du projet, créer un nom, une marque, une accroche, un concept graphique, par exemple, pour vraiment donner une identité au projet et puis qu'il soit reconnu facilement à l'intérieur de l'entreprise.
Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien aussi. Évidemment, partager les bonnes pratiques en levant les freins petit à petit. Rien de mieux que d'aller effectivement comprendre pourquoi, quelle est la difficulté au-delà de l'outil, parce qu'elle est très rarement liée à l'outil, mais plutôt sur voilà, des changements d'habitude, de pratique, d'aller écouter. C'est vrai que c'est hyper important. Et puis après, qu'eux-mêmes, les collaborateurs entre eux, échangent leurs bonnes pratiques. C'est vrai que ça aide beaucoup de pair à pair sur l'adoption du changement. Et vraiment sur le marketing projet, on a plusieurs de nos clients aujourd'hui où les collaborateurs, ils ne savent pas ce que c'est qu'O365, si j'exagère un petit peu. Et en fait, ils disent, bah voilà, je me connecte sur un tel nom de plateforme. Et derrière, ils s'en fichent un peu de ce que c'est. J'ai 2 exemples en tête. Un assureur français où en fait la plateforme collaborative, maintenant il dit, je vais me connecter sur Maya, ça s'appelle, leur plateforme collaborative. À la base, c'était du Yammer. Et puis maintenant, c'est devenu un peu l'écosystème Office 365 et tous les outils collaboratifs. Et on entend des collaborateurs qui disent « Ah bah je vais aller me connecter sur Maya ». Et puis un autre acteur, là dans le domaine plutôt du BTP, où il a fait son bureau numérique aujourd'hui. Et les utilisateurs, ils ne savent pas que c'est du SharePoint, ils ne savent pas que c'est de l'intranet. On parlait des intranets innovants avec de la com descendante et surtout la consolidation d'applications de façon à offrir de la valeur à l'utilisateur. L'utilisateur, il ne connaît même pas la techno, il ne sait pas ce que c'est que le service. Lui, ce qu'il dit, c'est « je me connecte au bureau numérique ». Et il est content le matin, il a accès à ses services, il a son solde de congé, il peut valider les demandes s'il est manager. Et lui, c'est ce qui l'intéresse à son quotidien, c'est devenu son espèce de poste de travail virtuel. Bureau numérique, ça porte suffisamment bien son nom. Il a la capacité à gérer tous ces éléments-là, et puis à passer peut-être un petit peu moins de temps dans sa boîte mail, et à passer un petit peu plus de temps sur ses outils métiers qui sont accessibles directement via ce biais-là. Exactement. Dans les 2 derniers facteurs de succès, on a tout ce qu'on a dit sur l'accompagnement. L'accompagnement sur mesure, c'est-à-dire vraiment former sur des usages et pas sur des outils, des formats courts qui correspondent aux nouvelles manières de travailler aussi des collaborateurs, les rendre aussi actifs, c'est-à-dire mettre à disposition par exemple un mini-site ou un espace collaboratif dans lequel ils vont pouvoir aller chercher eux-mêmes aussi de la documentation, s'auto-former, être en posture plus proactive, on va dire, qui est aussi nécessaire par rapport à ces solutions, ce qu'on demande aujourd'hui aux collaborateurs. Donc vraiment proposer des choses qui soient très adaptées, c'est des choses qui fonctionnent bien. Pour parler de Microsoft, il y a des tonnes de documents, il y a des tonnes de tutos, de webinaires qui sont sur plein de sites, sur notamment le site Microsoft. La plupart de nos clients nous disent oui, on sait que ça existe, mais les collaborateurs trouvent que voilà, c'est trop générique, on ne sait pas où aller, etc. Donc c'est vrai que rassembler de la documentation précise qui soit adaptée avec des cas d'usage qui correspondent au métier aussi des clients, c'est quand même une clé de succès importante. La dernière partie, on en a parlé dans l'animation, accélération, optimiser, évaluer, etc., être à l'écoute des gens. La plupart des clients chez lesquels on voit vraiment des bons taux d'adoption, c'est effectivement des clients dans lesquels on a mis en place des cellules avec plusieurs personnes, donc qui vont être certains un peu plus métiers, d'autres un peu plus techno, d'autres un peu plus sur le change pour la partie plus rassurée, accompagnée, etc., la partie un peu pédagogique. Une cellule qui va vraiment prendre en charge de manière pérenne l'accompagnement, parce que l'accompagnement, c'est pas qu'au démarrage du projet, c'est pas 6 mois après, même après quand on est dans la phase de l'optimisation, c'est tout au long de la vie de l'outil, puisqu'il y a des évolutions, puisque les pratiques changent, puisque les collaborateurs changent, etc. Donc c'est vraiment mettre en place un dispositif qui va durer dans le temps. Voilà, je pense, pour les facteurs clés de succès. Merci Aurélie. Du coup, sur cette dernière partie de la présentation, comme je l'avais évoqué, combien de personnes utilisent Office 365 dans la salle? Ok. J'aurais eu du mal à finir de parler sans évoquer quand même Teams. Je ne sais pas si vous l'avez déjà déployé, si ça a été fait dans votre organisation, si c'est utilisé, si c'est le bazar, si ça se passe bien. Donc Teams, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, ça a été la réponse de Microsoft à Slack globalement. C'est un outil de collaboration avec des échanges instantanés, du partage documentaire. L'objectif étant de centraliser la collaboration autour de la conversation, du contenu. Aujourd'hui, il est intégré dans tous les plans entreprises d'Office et de Microsoft et de façon sécurisée avec le stockage des données dans la région dans laquelle vous vous situez, tout ce qui va être autour du DLP, de la conformité, de la RGPD. C'est un outil du coup qui est complètement intégré à la plateforme, qui est accessible depuis soit une application client lourd sur votre PC, d'ailleurs client très très lourd d'après les retours des utilisateurs parfois,
Une application mobile qui est plutôt pas mal faite d'ailleurs, notamment sur iOS, qui est vraiment bien faite et que les utilisateurs adoptent bien. Et puis enfin d'un simple navigateur web dans lequel on va retrouver aujourd'hui 95% des fonctionnalités qui sont disponibles dans le client Door vont être disponibles autour du navigateur web. Et un des gros intérêts de Teams aujourd'hui autour d'Office 365, c'est que c'était un peu le chaînon manquant. Justement, il y avait cette grosse critique sur je ne sais pas où aller, il y en a dans tous les sens, j'ai du SharePoint, du Yammer, du Form, du Delve, tout ce qu'on veut. Par contre, je n'ai pas d'environnement personnalisé dans lequel je vais pouvoir retrouver du documentaire, de la conversation, de façon sécurisée, pouvoir l'enrichir un petit peu. Et une des forces justement de Teams, ça va être d'avoir des extensions. Le premier type d'extension, ça va être des onglets. Donc on va pouvoir ajouter des onglets dans son Teams. Et c'est un des plus d'ailleurs par rapport à un Slack dans les études comparatives qu'on a faites. Il y a des choses qui sont un peu plus simples côté Slack, mais par contre l'enrichissement via des onglets, c'est des choses qui sont vraiment pratiques dans Teams, puisque vous allez pouvoir personnaliser votre environnement de travail et surtout votre équipe. Les connecteurs, donc il y a plus de 300 connecteurs disponibles. Alors un connecteur, ça va être un petit bout que vous allez paramétrer en 2 minutes. Par exemple, vous allez dire, moi je m'intéresse fortement aux actualités autour de l'automobile et c'est important en termes de veille pour mon équipe. Vous allez mettre un connecteur sur un site qui a un flux RSS qui est publié et puis automatiquement Teams, toutes les 3 heures, toutes les 6 heures, à intervalles réguliers, va aller chercher les nouvelles informations et va les publier directement dans votre flux conversationnel de l'équipe en mode push. Et du coup, au sein de votre outil professionnel de travail, vous allez pouvoir suivre l'actualité, par exemple, de ce site d'information qui va pouvoir avoir un impact éventuellement sur votre business quotidien. Par exemple, dans des cellules de veille, c'est des choses qu'on fait qui sont très appréciées. Et enfin, les bots. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de data, de big data aujourd'hui. Les bots sont un des domaines qui utilisent l'intelligence artificielle. On va aussi avoir la possibilité dans Teams de publier des bots. On a plusieurs exemples. Il y a des exemples très simples à base de Q&A. Donc voilà, j'ai une question-réponse. Je pose une question en langage naturel, je vais obtenir une réponse. Ou alors, on a également des usages avec un outil qui s'appelle Louis chez Microsoft, qui est leur usage d'utilisation de détection du langage naturel, où là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin, ou dire, par exemple, j'ai envie de faire une demande de déplacement, il va reconnaître qu'on veut faire un déplacement, il va nous demander la ville, la date, la modalité de transport, et derrière, on va pouvoir déclencher éventuellement une demande de déplacement via bot directement. On en voit de plus en plus, et c'est quelque chose qui s'intègre très bien dans Teams et qui permet encore une fois de l'étendre. Au-delà de Teams, je voulais vous présenter en plus quelques éléments que nous on a mis en place, qui résonnent un peu par rapport au change pour la bonne adoption. Une des critiques aujourd'hui de tous ces outils d'Office 365 en général, voire des outils collaboratifs, c'est qu'on parle parfois de bazar collaboratif à court terme. Par exemple, autour de Teams, le constat, c'était qu'elle souhaitait un outil qui les aidait à organiser le déploiement de Teams, parce que justement c'était un peu le bazar, que les Teams étaient créés n'importe comment, c'était en mode open bar, on ouvre à tout le monde. En fait, au bout de quelques temps, j'ai 800 Teams, il y en a 300 qui s'appellent test, il y en a 200 qui sont vraiment utilisés. Comment je fais un peu pour contrôler, mettre un peu de gouvernance et puis éviter que si demain je veux parler, je sais pas, du marketing digital, j'aille ouvrir un Teams dans mon coin alors qu'il y a déjà un Teams marketing digital qui existe et avec qui je vais pouvoir partager avec mes collègues. Donc ce qu'on a proposé, c'est l'annuaire de l'ensemble des Teams, justement, la capacité à créer des Teams sur la base de modèles, par exemple, parce que les modèles sont arrivés récemment, donc on peut définir des modèles de Teams, justement, dans l'ordre d'atelier avec les utilisateurs et qu'automatiquement le Teams soit préconfiguré avec un certain nombre d'onglets, voire de canaux, et ajouter les membres, définir des règles de nommage également, on a les choses qu'on peut, et tout ça adapté au contexte. Donc l'annuaire, par exemple, ça ressemble à ça. Alors bien sûr, c'est charté après en fonction de votre organisation. Mais ce qui est important, c'est que pour chaque élément de l'annuaire, on va avoir la capacité à avoir le nom de l'équipe, les mots-clés qui y sont associés, sa confidentialité, si c'est public-privé, et par exemple une fonctionnalité native qui manque, qui devrait arriver dans la roadmap d'ici peut-être 6 mois, 1 an, mais qu'on a intégré dès maintenant, c'est la capacité à demander à rejoindre un Teams qui est privé. Je parlais du marketing digital tout à l'heure. Aujourd'hui, s'il y a un team marketing digital qui existe et qui est privé au sein de l'organisation, si je cherche, j'ai pas le moyen de se dire tiens, je parle de marketing et je vais le rejoindre. C'est une fonctionnalité par exemple qu'on a intégrée et qui évite de façon simple de multiplier les teams sur un sujet commun. On peut également obtenir des informations sur le groupe, son propriétaire, de façon à éventuellement contacter directement le propriétaire, disant j'ai vu que tu étais propriétaire de ce team, est-ce que tu pourrais m'en dire plus ou est-ce que tu pourrais m'inviter ?
Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est qu'on a recréé un formulaire entier autour de Teams qui permet justement de gérer un peu plus finement ce qu'on va vouloir souhaiter de façon un peu plus ergonomique. On n'a pas beaucoup parlé de l'expérience utilisateur tout à l'heure en cours de Change, mais c'est un des éléments hyper importants. Aujourd'hui, quand vous créez un Teams, vous allez le créer, mais ça ne va pas forcément être hyper simple pour l'utilisateur de paramétrer ce dont il a envie, ne serait-ce que savoir s'il va utiliser d'utilisateurs externes. Donc dans le cadre de ce tableau de bord, on a recréé justement un formulaire un peu plus simple qu'on peut charter directement aux couleurs de votre entreprise, voire adapter et supprimer des options si jamais dans la gouvernance vous ne voulez pas les mettre à disposition, et qu'on va pouvoir publier notamment dans un site SharePoint. Donc là on voit bien la résonance entre les deux. Ou alors on va également pouvoir publier ce formulaire directement dans une apps dans Teams, puisque je vous ai dit que Teams on pouvait l'étendre, mais on peut aussi créer des apps, donc on peut imaginer une apps qui gérerait la création de Teams de façon un peu plus spécifique, toujours dans cet esprit, je suis dans mon Teams, dans mon environnement de travail, j'en sors pas, et je peux gérer mes use cases, ou alors directement dans une équipe via un onglet. Ça c'était pour la partie un peu gouvernance, comment on peut aider au développement de façon assez simple, par le développement de petits outils qui vont venir en add-on autour de Teams. Et faciliter l'adoption, bien sûr. Merci. Piloter avec Power BI. Alors là, on va être sur le pilotage. Aujourd'hui, on a la possibilité, via Power BI, qui est intégré également dans vos offres, de publier des informations. Donc, il va se passer en plusieurs étapes. Extraire des données depuis Office 365. Disposer d'informations business, parce que finalement, savoir que j'ai acheté 600 licences et qu'il y en a 200 qui l'utilisent, moi, en termes de gestion du changement, ça ne m'apporte pas grand-chose. Par contre, si demain, je sais que finalement, sur ces 600, il y en a 200 qui les utilisent à Paris, mais qu'en province, j'ai personne qui les utilise, je vais peut-être pas me concentrer et dépenser de l'argent à aller faciliter l'adoption de Teams à Paris. Par contre, je vais peut-être me concentrer pour aller un peu en province. Et ça, du coup, on peut segmenter la population de façon à obtenir des informations, créer un template Power BI et puis bien sûr publier le dashboard. Ça va dépendre de votre niveau de licence et ce que vous avez. Vous allez avoir la possibilité soit de le garder pour vous, soit de l'étendre. À quoi ça ressemble ? Par exemple, ça c'est un type d'indicateur qu'on met pour des clients à un niveau high level sur la collaboration en général. On a du SharePoint, du Teams, du Yammer, également du Power BI. C'est un client qui a beaucoup utilisé Power BI pour développer beaucoup de reports. On a en un clin d'œil exactement le total de Teams, le nombre de Teams qui ont été créés dans le mois. Quand vous allez voir des dirigeants, des sponsors qui vont dire c'est quoi mon ROI et c'est quoi mon usage de la plateforme, est-ce que vous pourriez me dire quel est le temps qu'on a gagné ou quel est l'usage et quelle est la rentabilité de mon investissement sur Microsoft, parce que je paye les yeux de la tête de licence tous les ans, ce serait bien qu'on optimise l'usage. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir lui proposer. Et on va pouvoir descendre un peu plus dans les détails. Donc là, c'est un exemple de suivi de Teams. Donc là, par exemple, on voit bien qu'on a listé la saisonnalité de l'usage et des créations de Teams. Peut-être qu'on va pouvoir le relier à des actions de change qu'on a entrepris. Pour ce client, justement, on avait fait une campagne de communication en début d'année. On voit que ça a eu un impact et que les gens, du coup, y sont allés. Ici, on va avoir le nombre total de Teams qu'on retrouve. Et puis là, on va avoir des analyses par l'emplacement, le géoscope. Donc là, Worldwide, South America, Europe, North America. Le type de langage, donc on voit qu'il y a 70% des Teams en anglais, c'est un client international. Et puis le niveau de confidentialité, combien j'ai de Teams qui sont internes, publics, tous ces éléments-là qu'on va pouvoir retrouver. Et si on a un peu plus de détails ici, alors je l'ai flouté pour des raisons de confidentialité, mais on va avoir ici le nom du Teams, et ici le nom technique, ça c'est plus des vertus d'administration qui vont pouvoir expliquer ça. Ça c'est des exemples de dashboard qu'on met à disposition et qu'après on peut donner au change, de façon à ce qu'il puisse éventuellement aller se concentrer sur les différents points. Idem sur la mise en œuvre d'indicateurs autour de Yammer. Donc ça, c'est une vision un petit peu différente, dans laquelle on va pouvoir retrouver ici les différents éléments, qui a liké des messages, qui en a posté, les membres actifs. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est bien gentil de communiquer sur un Yammer à qui vous avez donné des licences à 8000 personnes. Par contre, s'il y a 100 personnes sur les 8000 qui l'utilisent, ça n'a aucun sens. Pareil, évaluer le ratio lecteur, personne qui publie. Donc là, on voit que c'est quand même quelque chose qui est bien adopté parce qu'on a autant de personnes qui écrivent qui lisent. C'est quand même un ratio très bon. Donc là, ça va commencer à être intéressant dans le déploiement et on va pouvoir se concentrer. Et pareil, on peut avoir
tous ces éléments-là, les messages qui ont été postés par mois et par groupe au niveau des différents Yammer. Je vous ai parlé de gouverner, je vous ai parlé de piloter. Ça répond un petit peu les items qu'on avait vus au terme du change. Et bon, on va pouvoir également suivre un petit peu via des enquêtes. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Forms. On va pouvoir faire des enquêtes assez simples autour de Forms. Et là, tout l'intérêt, c'est que justement, toutes ces enquêtes, on va pouvoir les créer de façon facile par des utilisateurs métiers type Change. Aurélie, elle peut créer son enquête toute seule. Après, ça va être stocké dans un Excel. Pardon, l'icône a sauté, c'était pour voir si vous suiviez. Et enfin, ça va être publié dans un Power BI directement connecté. On va avoir des informations et des remontées en temps réel des résultats. Là, par exemple, c'est le résultat d'une enquête qu'on a fait. Vous voyez, il y a eu 11 000 réponses qui ont été formulées sur cette enquête-là, qu'on a fait auprès d'un grand client. C'était l'enquête de maturité digitale en pré-cadrage. Et là, du coup, on a sorti des graphes avec le nombre de pays qui ont répondu, le nombre de réponses par pays hors de la France, le nombre de régions, le nombre de réponses par région. On va pouvoir sortir tout un tas d'indicateurs à ce niveau-là. Donc là, c'était une vision un peu globale sur l'enquête en tant que telle. Mais après, on avait des questions sur l'appétence digitale au niveau des outils collaboratifs groupe. On avait des noms d'outils spécifiques au niveau du groupe. On avait également l'appétence digitale sur des outils à la maison. Est-ce que vous l'utilisez tous les jours? Jamais. Comment on pouvait faire ça? Donc ça, c'est dans le suivi. Et ces enquêtes, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les renouveler. Alors, on ne va pas en faire tous les jours, hein, mais par exemple, on peut en faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par an. Ça va dépendre un peu du rythme de déploiement et de ce qu'on souhaite mettre en avant comme information. Et tout ça directement via des outils intégrés à Office 365 qui vont pouvoir répondre à ce besoin-là. Et enfin, pour finir, avant de vous laisser la parole en questions-réponses, vous avez peut-être entendu parler pour les clients Office 365 de Power Platform, qui est aujourd'hui le vocable qui va regrouper 3 applications au sein d'Office, qu'on connaissait déjà, qui sont Power Apps, Microsoft Flow et Power BI. Aujourd'hui, ces 3 applications, elles vont vous permettre de développer vos propres applications de façon simple et pour adresser des usages métiers faciles. L'idée ici, c'est que vous avez ici Power Apps qui va pouvoir disposer des données et offrir toute l'IHM aux utilisateurs, par exemple en termes de formulaire. J'accède et je saisis des informations. Microsoft Flow va pouvoir automatiser tout un tas de processus. Pareil, il y a plus de 300 connecteurs qui existent aujourd'hui. Donc on peut utiliser Microsoft Flow à titre individuel. Il y a un tout tas de flows qui sont proposés au niveau de votre tenante Office 365 si jamais Flow est bien activé. Et enfin, pareil, on va pouvoir utiliser la brique Power BI de façon à faire du reporting. Et typiquement, ce type de choses, on s'est amusé chez un client. Ça nous a pris très peu de temps. Et c'est pareil, ils avaient voulu apporter au niveau de leur intranet. C'est un client dans lequel ils ont détecté qu'il y avait pas mal de déplacements en voiture qui se faisaient, qu'il y avait une recherche au niveau du covoiturage. Ben voilà, avec Power Apps, en 3 jours, je crois, on a fait toute leur application avec un site SharePoint, donc directement, qui était géré par la RH du site de Valenciennes, en l'occurrence, pour ce client. Un stockage des données et les interfaces utilisateurs. On avait du Power BI pour visualiser l'ensemble de covoiturage disponible, filtré selon les critères, et qu'on avait publié également dans un site SharePoint. On a utilisé Power Apps pour faire un formulaire qui ressemble à un formulaire et qui soit à peu près ergonomique, et un flow dans lequel on a utilisé les fonctions de notification des nouveaux covoiturages dans un groupe Yammer dédié. Donc on a fait le lien également avec Yammer, le réseau social versus du SharePoint. On a calculé les coordonnées de géolocalisation, histoire que l'utilisateur il saisit son adresse. Mais si on voulait calculer des trajets, tous les outils ils demandent plutôt des coordonnées GPS. Donc ça c'était un flow tout bête. On envoyait une adresse, ça nous renvoie des coordonnées. Et ça générait automatiquement tous les jours un fichier Excel de données avec tout un tas d'informations. Et ça ressemblait un petit peu à ça du coup. Donc là par exemple vous pouvez voir le formulaire. Donc voilà, j'ai mon site, le code postal, l'heure de départ, le jour. Et directement j'indique où je veux aller. Et là je vais avoir mon interface Power BI avec une zone filtrée, par où je pars. Ici qui je dois contacter. Et je vais avoir une représentation graphique automatique. Alors c'est Bing Map parce que c'est du Power BI. Qui va représenter tous les trajets de covoiturage. Et vous voyez que ça va au-delà de Valenciennes, parce que j'ai des gens qui sont sur Denain, sur Liévin, sur Amiens, qui vont pouvoir gérer tous ces éléments-là. Et donc là, on a un peu étendu les usages de façon simple.
Ça permet également d'optimiser ses abonnements Office 365 et puis d'apporter des nouveaux usages innovants qui vont sans cesse recréer du trafic et puis offrir du service aux utilisateurs qui vont du coup venir reconsulter potentiellement des actualités top-down qu'on aura mis par ailleurs.